Il existe un monde où l'angoisse fait partie du paysage. Un monde où chacun de vos pas vous entraîne toujours plus loin, dans la terreur et l'indicible. Un monde où les créatures les plus inimaginables et les psychopathes les plus cruels sévissent en toute liberté. Un monde où il n'y a aucune règle, aucune loi pour vous empêcher de plonger dans l'horreur la plus totale. Ce monde n'est pas si éloigné du nôtre, et il n'appartient qu'à vous d'en franchir les frontières. Alors si vous aimez avoir peur, n'hésitez plus. Franchissez le portail et venez écouter les histoires de l'autre monde. Bonjour à vous, chères créatures. L'histoire que vous allez entendre, celle de Scary Girl, aurait dû normalement se faire début 2021 et devait être une saga totalement solo, sans connexion. Mais à cette époque, le Monsterverse n'en était encore qu'à ses balbutiements, et j'étais encore loin d'imaginer que celui-ci prendrait de telles proportions. Et très vite, au fil des mois, l'idée de l'y intégrer et de l'associer à Wolfsman est venue, afin de préparer l'après-Crystal, dont la saga va s'achever cette année. Victor, lui, a encore plusieurs volets à venir avant de tirer sa révérence à son tour. Et d'ici là, j'aurai exploré un peu plus la partie immergée du Monsterverse, c'est-à-dire la Chambre des Neuf, qui va devenir le cœur de la prochaine phase, avec de nombreux spin-offs la concernant. Au cours de cette évolution, Wolfsman et Scary Girl vont devenir les nouvelles pierres angulaires, comme Jeffrey Forks et Pulsar, dont les rôles vont monter en importance. La saga de Scary Girl, je la préparais depuis longtemps, mais je voulais qu'elle s'inscrive dans une logique cohérente. C'est pourquoi cela m'a pris du temps pour lui faire son entrée. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment tout a commencé pour elle à travers ses origines, qui se situent en plein cœur des territoires de l'autre monde. Scary Girl, une étincelle, un choc, une psychose. Il ne faut rien de plus pour transformer une petite fille de 8 ans innocente en une force vengeresse n'adressant aucune pitié à ceux qu'elle considère comme des oppresseurs de l'enfance, sous toutes ses formes. Adulte comme adolescent, que lui importe. Tout ce qui à ses yeux ne mérite pas de continuer à vivre par leurs actes sur cette terre subit sa colère, sans la moindre pitié, opérant minutieusement à faire souffrir sa cible, montrant un visage qui ne pourra jamais être oublié, même une fois arrivé dans les gouffres de l'enfer. Une légende est née à son encontre, un mythe, l'une de ces histoires que l'on raconte sur le net, à travers les forums, les sites dédiés au paranormal, les discussions privées sur Messenger ou d'autres réseaux sociaux. Une rumeur comme tant d'autres, vous diront certains. Comme le web en a chaque jour, est fondé sur des faits déformés et réarrangés au fil du temps, à force de circuler un peu partout. Jusqu'à ce qu'on ne sache plus très bien ce qui est vrai de ce qui est faux. Ce que l'on appelle communément une creepypasta. Une histoire destinée à faire peur, s'appuyant sur des faits réels. Mais au final, personne n'y croit vraiment. Et la rumeur, le mythe, la légende peut faire sourire une majorité. D'autres en feront un quasi-culte, persuadés que tout ce qui s'y relate est la stricte vérité. Parfois parce qu'un de leurs proches en a fait l'amère expérience, voire même y a succombé pour avoir voulu jouer au malin en défiant ce qui faisait l'essence même du mythe. Ou bien tout simplement parce qu'ils l'ont vécu eux-mêmes par inadvertance, parce qu'ils n'y croyaient pas, et n'ont donc pas fait preuve de prudence à son encontre. Et pourtant, certains mythes, malgré leur improbabilité, sont loin d'être de simples histoires créées de toutes pièces pour affoler la toile et effrayer les âmes les plus sensibles aux croyances, quelles qu'elles soient. C'est le cas de celle que je vais vous raconter. Celle d'une petite fille qui est passée du statut de symbole d'innocence, aimant sa famille, son petit frère qu'elle adulait par-dessus tout, à celui de monstre absolu. Un symbole de mort pour quiconque enfreint les règles qu'elle s'est instituées à la suite du drame qu'elle a vécu et la métamorphosée, réveillant une nature inscrite dans ses gènes dès sa naissance, du fait des manipulations d'une organisation au dessein ambigu, prétendant à la fois sauver le monde d'une menace venue d'une autre dimension et dans le même temps créant d'autres menaces, et pas des moindres, faisant partie d'un plan dont les multiples branches n'ont pas encore donné tous leurs bourgeons, leurs secrets, si vous préférez cette appellation. Une organisation que l'on nomme la Chambre des Neuf, et qui a manipulé des parents désireux d'avoir des enfants exceptionnels, leur ayant servi de cobayes, et ont mis en place une série d'êtres en apparence humains, mais renfermant des pouvoirs dans leurs cellules ne demandant qu'à se réveiller, suivant un code de conduite bien précis, une chronologie établie à l'avance. Mais parfois, cette ligne censée sortir de sa coque à une date ancrée dans les cellules de l'être choisi, subit un réveil imprévu, du fait d'un choc psychologique, et devient incontrôlable. C'est ce qui est arrivé à Heather Mintry, cadette de sa famille, sœur de Jaden Mintry, et fille de Bruce et Paula Mintry, une petite famille classique américaine, vivant au sein de la ville de Bristol Flag, une bourgade de 268 habitants. Et personne n'aurait pu envisager le drame familial et la série de morts qui s'ensuivraient au cœur de cette cité.
Pour bien comprendre comment tout a commencé, je me dois de vous préciser que le père d'Heather était un agent immobilier plutôt bien coté, officier principalement dans la ville où habitait sa famille, bien évidemment, mais également dans les villes alentours. Bruce Mintry était un homme d'une quarantaine d'années, à la stature imposante, qui attirait les regards de la jeune féminine par sa prestance, son allure, et vous l'aurez compris, l'ensemble de son apparence. Le tout faisant partie des standards de beauté appréciés d'une grande partie de ses clientes à qui il proposait des services supplémentaires aux visites des maisons que celles-ci désiraient acquérir. La réputation de dragueur de Bruce s'était connue bien au-delà du Bristol Flag, et ses conquêtes se comptaient par dizaines, au grand désespoir de son épouse, qui fermait les yeux, car ayant trop peur d'un divorce qui lui ferait perdre tous les avantages des rentes financières apportées par le métier de Bruce. Et surtout, elle ne voulait pas que ses enfants subissent la souffrance d'une séparation de leurs parents, du fait de leur jeunesse. Heather n'avait que 8 ans, et son jeune frère venait tout juste de fêter ses 5 ans. Pour Paula, qui avait elle-même ressenti la douleur du divorce de ses parents, ayant occasionné de vivre seule avec une mère ayant sombré dans l'alcool suite à cela, c'était quelque chose qu'elle ne voulait pas faire vivre à sa propre famille. Même si elle souffrait des frasques de son mari volage, elle se refusait à voir ses enfants pleurer parce que leur père ne serait plus à la maison, ayant trop l'habitude qu'il les borde le soir avant de leur raconter une histoire pour les aider à s'endormir. Un petit rituel que Heather et Jaden attendaient avec impatience chaque soir. Bruce avait beau être un mari détestable, paradoxalement, il restait un bon père, aimant ses enfants. Malgré sa réputation de coureur de jupons, Bruce n'en était pas moins apprécié d'une grande partie de la population. En fait, personne n'osait mettre sur le devant ses aventures extra-conjugales, ne serait-ce que par respect du choix de se taire de son épouse, Paula. C'est surtout pour elle que les habitants de la ville agissaient ainsi. Paula était née ici, dans la petite clinique située à l'extérieur de la commune, juste à côté de la forêt. Une forêt qui allait être à l'origine du drame, de manière indirecte. Car au fil des années, une première légende s'était formée au sein de cette même forêt, celle d'un mystère en son sein. De nombreuses disparitions furent constatées, alertant les autorités de la ville. Si au début les instances policières pensaient qu'il s'agissait de fugues, nombre de disparus étant des adolescents, ou bien de personnes se servant de l'aura de mystère de la forêt pour quitter discrètement la région, afin de fuir des responsabilités gênantes, très vite, les simples disparitions firent place à des évocations de tueurs, massacrant sans vergogne tous ceux ayant le malheur de pénétrer dans la forêt. Afin de tirer les choses au clair et surtout pour faire suite à quelques rares rescapés ne revenant pas vraiment entiers des lieux et indiquant l'existence bien réelle d'une menace sanguinaire dans la forêt, la police locale fit intervenir un groupe au sein de cette dernière, avec pour résultat un massacre. Le shérif, qui était en lien par téléphone avec un des membres du groupe, avait entendu son agonie face aux tueurs qui hantaient les lieux. Il avait tenté d'appeler le chef du groupe, juste avant que celui-ci n'investisse une maison, découverte au cœur de la forêt. Mais il n'eut plus de nouvelles de lui par la suite, sans doute victime du tueur, à son tour. Ne voulant pas s'attirer une enquête du FBI dans sa ville, brisant le havre de paix de celle-ci, et s'appuyant sur le fait que les victimes n'avaient pas vu se manifester de membres de leur famille réclamant justice, il instaura le statut de forêt maudite de ces bois mortels, placardant lui-même une pancarte à son entrée, afin de prévenir que tous ceux pénétrant dans la forêt ne donneraient pas suite à des interventions de sauvetage, ni même de recherche. Plusieurs fanas de paranormal ou d'inconscient alimentèrent la légende en pénétrant dans la forêt, malgré l'interdiction. Et à chaque fois, le shérif s'évertuait à garder secret les disparitions, usant de mensonges et de fausses déclarations, aux rares s'intéressant aux disparitions, afin d'éviter d'autres massacres. Avec le temps, les habitants de la ville firent suite aux efforts du shérif de ne pas ébruiter trop la présence de la forêt maudite près de leur ville, même si la réputation de celle-ci était déjà établie, et continuaient d'alimenter en victimes ceux qui étaient à l'intérieur, agissant donc en toute impunité. C'est dans ce contexte de peur que commencèrent les ennuis pour la famille Mintry. À cause du statut maudit émanant de la ville et sa forêt, malgré les mensonges du shérif pour l'éviter, Bruce eut de moins en moins de clients, et surtout de clients propices à venir s'installer à Bristol Flag. Pire encore, de moins en moins de ses affaires extérieures à la ville pour des ventes d'immobilier dans d'autres cités se voyaient gratifiées de demandes. Ces affaires périclitant, Bruce se mit à boire, rappelant de douloureux souvenirs à Paula, qui voyait son époux prendre le même chemin qu'avait pris sa mère dans son enfance. Bruce devenait de plus en plus violent au fur et à mesure des pertes de profits qui s'accumulaient, occasionnant des dettes auprès des commerçants de la ville, qui, compréhensifs, acceptaient de faire crédit à Paula, afin qu'elle puisse faire vivre sa famille, et surtout ses enfants. Une situation qui déplaisait à Bruce, se sentant inutile, le faisant boire encore plus, et le rendant encore plus violent. Si dans un premier temps, il se contentait de donner des coups dans les meubles ou envoyer valser au sol de la vaisselle ou divers objets, un soir, il atteint la limite, en frappant Paula au visage. C'est ce soir-là que les prémices des facultés d'Heather se déclenchèrent. Voyant sa mère au sol, ayant provoqué les pleurs de son petit frère, Heather se plaquait contre ce dernier, afin de le protéger, craignant que son père s'en prenne à lui après coup.
Elle se mit à crier à son père d'arrêter. Au même instant, la lampe de la cuisine explosait en morceaux, pendant que plusieurs placards s'ouvraient, déversant leur contenu au sol. Bruce stoppait ses cours vers Paula, que peu effrayé par ce fait étrange. Et il quittait la pièce, comme si rien ne s'était passé, allant cuver son vin dans la chambre qu'il occupait habituellement avec son épouse. Mais ce soir-là, Paula ne parvint pas à dormir. Après avoir couché Heather et Jayden, harassés par la fatigue de ce qu'ils venaient de vivre, Paula passa une partie de la nuit à ramasser les débris disséminés un peu partout, après avoir changé l'ampoule de la lampe de la pièce. Elle pensait que cette situation n'était qu'une passade, que Bruce allait se reprendre. Mais il n'en fut rien. Et les jours suivants augmentèrent en violence. Heather et Jayden ne voyaient pas tout, mais Bruce trouvait n'importe quel prétexte, même sans être alcoolisé, pour accuser Paula de tous les maux possibles et imaginables, déversant à son encontre son incapacité à faire le budget au vu des dettes s'accumulant, oubliant qu'il en était la cause principale. Les menaces fusaient, les mots blessants envers Paula devenaient monnaie courante, ainsi que les coups. Les rares fois où Bruce daignait sortir de la maison, principalement pour se procurer des bières pour s'enivrer chez une de ses maîtresses, peu regardante sur ses problèmes financiers, Paula se rendait au dehors, afin de permettre à ses enfants de goûter un semblant de vie sereine au square de la ville. Elle avait beau le cacher, ceux et celles qui la croisaient avec ses enfants à ce moment sentaient bien qu'elle souffrait intérieurement de cette situation. Et quand ils tentaient de lui en parler, Paula s'enfermait dans le silence, ou évitait la question. Ils remarquèrent aussi d'autres faits curieux. Dans ces moments-là, c'est-à-dire quand il questionnait Paula sur sa situation chez elle, quand Heather était à ses côtés, des événements étranges se produisaient. Heather voyant sa mère changer de couleur de visage suite aux questions de ses amis. Elle fixait ces dernières, comme pour leur dire d'arrêter de questionner sa mère. Les branches se brisaient soudainement, tombant en direction de ces mêmes amis ayant commis l'erreur d'interroger Paula. Parfois, c'était des impressions de maux de ventre, de douleurs aux bras ou aux jambes. Ce n'était pas des saignements de nez. Et il y avait autre chose. Toute personne s'approchant de Jayden subissait des contre-coups bien plus importants. Plusieurs fois, des groupes d'enfants se moquèrent de Jayden à cause de ses habits abîmés, Paula ne pouvant se permettre de lui acheter de nouveaux habits, du fait de leur situation financière désastreuse. L'instant d'après, un doigt de lin se mettait à se tordre, brisant l'eau d'un coup sec, et occasionnant des cris de douleur à l'enfant, qui avait eu l'audace de rire de Jayden. D'autres se mettaient à cracher du sang, ou voyaient apparaître des marques sur leur visage, comme des traces d'ongles très profondes. Tout se précipitait par l'action d'une adolescente, nue pour ses blagues douteuses, se baladant avec ses amis et apercevant Jayden. Heather était partie à ce moment-là aux toilettes du square toute proche. L'ado proposa un bonbon à Jayden. Celui-ci accepta et le mit dans sa bouche. Juste après, il le recrachait avec dégoût, provoquant les rires de la jeune fille et ses amis. Celle-ci avait donné un bonbon au poivre, ce qui avait provoqué la réaction de Jayden. Celui-ci, ne parvenant pas à se défaire du goût dans sa bouche, se mit à pleurer. Paula, l'ayant écouté et voyant le bonbon au sol, adressait un air de mépris au groupe, les dédaignant, donnant à boire à Jayden pour lui faire passer le goût. Le groupe de filles commençait à partir quand Heather, de retour des toilettes, se plaçait devant elle. Riant toujours de leurs blagues, le groupe demanda à Heather de s'écarter, mais celle-ci les fixait toujours. Et bientôt, l'une d'elles se retrouvait au sol, hurlant de douleur, se tenant la cheville, l'os de cette dernière étant ressorti, occasionnant une gerbe de sang. Une deuxième vit sa main se retourner complètement, brisant ses phalanges. Mais un sort bien plus horrible fut réservé à l'instigatrice principale des pleurs de Jayden. Paniquée en voyant ses amis blessés et hurlant de douleur, elle regardait Heather comme pour lui demander si c'était elle qui faisait ça. Elle qui n'avait jamais cru aux phénomènes paranormaux et au vu de ce qu'avaient subi ses amis suite à sa blague, la jeune fille commençait à suer de partout, reculant, tentant d'échapper au regard de haine que lui portait Heather. Elle tentait de s'enfuir, mais elle fut arrêtée dans sa course par l'épée en pierre de la statue représentant un chevalier à sa droite. La statue d'un des fondateurs de la ville. L'épée de pierre fut projetée dans le corps de la ville, traversant son cœur. Elle s'écroulait sur le chemin de terre, sous les yeux horrifiés des passants. Pendant que l'un d'eux appelait le shérif avec son portable, Paula, témoin de la scène, prit Heather par la main, tenant Jayden dans ses bras, et l'entraînait en dehors du square, se dirigeant vers leur maison, sans attendre la venue du shérif. Elle préférait éviter toute question de sa part, au cas où il lui demanderait ce qu'elle avait vu, pouvant expliquer les blessures occasionnées au groupe. Un peu plus tard, revenue dans leur maison, Paula demandait à Heather de ne surtout pas parler de ce qui s'était passé à qui que ce soit, que c'était très important, que le temps venu elle lui expliquerait pourquoi elle était capable de faire de telles choses. Heather ne semblait pas comprendre elle-même comment tout s'était passé. Elle s'était retrouvée comme en transe, après avoir vu Jayden pleurer à cause de ses filles. Elle ne se souvenait pas bien de ce qui s'était passé ensuite, mis à part les corps au sol. Paula indiquait à Heather que c'était parce qu'elle était très spéciale, que c'était dû au fait d'une dame qui avait mis des choses dans le ventre de maman et de papa avant qu'elle naisse. Une expérience dont les effets n'auraient pas dû se déclarer maintenant, mais bien plus tard.
Il faudrait qu'elle en parle à la dame qui était à l'origine de ça. Mais que pour l'instant, elle devait apprendre à maîtriser ce pouvoir qui était en elle. Elle demanderait aussi à la dame comment faire pour qu'il ne se déclenche pas n'importe comment. Heather acceptait, pleurant, s'excusant, disant qu'elle était désolée d'avoir fait du mal aux filles, qu'elle n'avait pas pu se contrôler. Paula l'a pris dans ses bras pendant que Jaden s'approchait à son tour. Il en profitait lui aussi de la séance de câlins, souriant. Il était bien trop jeune pour comprendre ce qui s'était passé. Mais Paula s'inquiétait que lui aussi, comme Heather venait de le faire, fasse ressurgir ses pouvoirs plus tôt que prévu. Dans le même temps, Bruce entrait en force dans la maison. Avant de parvenir dans le salon se trouvaient Paula, Heather et Jaden. En pestant l'alcool, il empoignait Heather par le bras, mettant Paula et Jaden au sol par ce geste, demandant à sa fille si c'était elle qui avait tué la fille au square. Heather pleurait à chaudes larmes, criant qu'elle ne voulait pas la tuer, que c'était parce qu'elle avait fait pleurer Jaden. Paula tentait d'intervenir en essayant de faire relâcher la pression de la main de son mari sur le bras d'Heather, mais Bruce lui donnait un coup de poing en plein visage, la faisant saigner du nez avant qu'elle s'abatte au sol. Jaden, malgré son jeune âge, comprenant que son père faisait du mal, s'agrippait au bras de Bruce, lui demandant qu'il arrête de faire pleurer maman et Heather. L'expression de Bruce donnait l'impression d'un animal aux abois. Il semblait terrorisé par la présence de Jaden, se demandant si lui aussi allait faire comme Heather. Il relâchait Heather et repoussait violemment Jaden. Celui-ci glissait sur le sol, avant que sa tête frappe avec force le rebord pointu du vaisselier, provoquant un flot de sang venant de son crâne. Jaden plaçait une main sur sa tête, à l'endroit d'où coulait le sang, pleurant, disant à son père qu'il était méchant. Puis le visage de Jaden devint blême. Les couleurs de son visage perdirent leur couleur, peu à peu, et il commençait à fermer les yeux. Heather cria à son frère de rester éveillé, pendant que la table du salon se soulevait en hauteur de plusieurs centimètres. Les placards de tous les meubles s'ouvrirent en même temps. D'un seul coup, tous les objets fragiles comme la vaisselle qui se tenait à l'intérieur se brisèrent en plein vol, avant même de toucher le sol. La corbeille de fruits sur la table éclatèrent des milliers de morceaux. Plusieurs d'entre eux arrivèrent sur Bruce et Heather, causant des blessures au visage de Bruce. Celui-ci montrant un air de terreur doublé de colère incontrôlable pour lui frapper sa fille. Paula, qui venait de se remettre du coup porté précédemment, s'interposait. Elle n'avait pas encore vu le corps de Jaden, dont la vie commençait à quitter le corps. Mais elle voyait nettement son mari s'en prendre à sa fille, et elle se jetait sur lui, sans même réfléchir. Paula et Bruce luttaient pendant qu'Heather déchaînait son pouvoir à travers toute la pièce, faisant vibrer les murs et le sol, provoquant des fissures sur les meubles, tout en pleurant, regardant ses mains, ne semblant pas comprendre ce qui arrivait. Elle déportait son regard vers son père et sa mère, qui se battaient encore, se tenant la tête comme pour tenter de contrôler ce pouvoir qu'elle ne maîtrisait pas et qui ravachait la pièce. Et là, elle vit sa mère se tenant le cou, d'où sortait une grande quantité de sang. Elle s'adossait à un meuble, les mains toujours sur sa blessure. Puis ses mains relâchèrent leur prise avant de tomber le long du corps. Ses yeux se fermaient, sa tête penchant sur le côté. Heather criait de plus belle, faisant redoubler les vibrations dans la pièce, pendant que son père, un morceau de verre ensanglanté à la main, s'approchait d'elle, l'air menaçant. Arrivé à sa hauteur, il lui assénait le tranchant du verre qu'il tenait à la main sur son visage, le lacérant d'une entaille allant du dessus de son œil droit jusqu'au bord gauche de son menton. Heather criait de douleur pendant que son père se préparait à attaquer de nouveau. Les yeux d'Heather se remplirent de sang pendant qu'elle se levait, projetant par la seule force de sa pensée son père contre le mur avoisinant, l'enfonçant peu à peu dans le ciment de ce dernier. Bruce criait, accusant une souffrance inimaginable, pendant que Heather voyait le sang coulant sur son visage se déverser sur sa robe de dentelle qu'elle avait mis pour la sortie au square, tombant sur ses escarpins noirs. Elle s'approchait, au fur et à mesure que son père semblait se recroqueviller sur lui-même, pris dans la fureur du pouvoir d'Heather. Ses os se brisant de toutes parts, leurs éclats ressortaient en déchirant le tissu des habits recouvrant son corps, hurlant de plus belle, du sang sortant de ses yeux, de ses oreilles, de sa bouche. Bientôt, le corps tout entier de Bruce n'était plus qu'un amas de chair difforme et d'eau écrasée, s'enfonçant toujours plus dans le ciment du mur, jusqu'à ce que la pression exercée lui fasse traverser ce dernier, faisant basculer son corps dans la pièce adjacente. Bruce ne bougeait déjà plus quand Heather s'approchait un peu plus de son corps, écrabouillé totalement. Voyant cela, les yeux d'Heather redevinrent normaux peu à peu, la haine qui l'envahissait l'instant d'avant semblant se réfréner par petits bouts. Elle observait encore quelques minutes celui qui avait été son père, avant de revenir dans l'autre pièce, se dirigeant vers Jaden, espérant que celui-ci soit encore en vie. Elle passait sur le corps de sa mère, le dédaignant, comme si elle lui en voulait de lui avoir donné ce pouvoir qui la terrorisait peu de temps avant. Mais maintenant, elle semblait avoir trouvé elle-même comment maîtriser quelque peu ce dernier. Elle pensait avoir compris la manière de le contrôler.
Il lui faudrait encore sûrement un peu de temps et plusieurs essais pour parvenir à faire sien totalement ce pouvoir qui l'envahissait. Mais elle savait au fond d'elle qu'elle en serait capable. Malgré tout, elle était en colère contre sa mère, ne pas lui avoir parlé plus tôt de l'expérience dont elle avait été le fruit. Elle lui en voulait d'avoir fait d'elle ce monstre au pouvoir terrifiant. En y réfléchissant, sa mère ne valait pas mieux que son père. Elle et lui avaient déjà tué son innocence avant même qu'elle soit née. Et ça, elle ne pourrait pas leur pardonner. Tout comme elle ne pourrait pas pardonner à tous ceux qui agissaient de même envers leurs enfants. Tous ceux coupables de traiter leurs enfants de manière horrible. Elle pensait alors à l'utilisation qu'elle pourrait avoir de ce pouvoir qui coulait en elle. Une fois maîtrisé totalement, il deviendrait l'instrument de vengeance de tous ceux et celles qui font du mal à des enfants, comme elle et Jaden. Elle était maintenant en face de ce dernier. Ses yeux étaient fermés. Il ne bougeait plus. Lui aussi, la vie l'avait quitté. Elle tombait à genoux, pleurant sur son corps pendant plusieurs minutes, le prenant dans ses bras. Puis au bout d'un moment, elle essuyait ses larmes. Des larmes de sang se mélangeant aux autres, se mélangeant à la cicatrice qui ornait désormais son visage meurtri. Son enfance venait d'être brisée par ses parents. L'un parce qu'il lui avait menti, l'autre parce qu'il avait voulu la tuer. Ils étaient coupables tout autant l'un que l'autre. Tous les parents comme eux méritaient de finir comme elle venait de le faire pour son père. Elle regardait Jaden à nouveau, observant son petit singe en peluche qui ne le quittait jamais. Là où il allait, il n'en aurait plus besoin. Elle le prit contre son cœur, pleurant à nouveau. Désormais, ce petit singe, il ne la quitterait plus à son tour. Il lui rappellerait le souvenir de Jaden, de sa condition de monstre, de sa mission qu'elle venait de s'adjuger. Punir ceux qui feraient du mal aux enfants, et punir à mort. Ce petit singe en peluche serait la marque indélébile du souvenir de son petit frère qu'elle aimait tant, et qui lui avait été pris. Elle prit le corps de Jaden dans ses bras. Elle sentait encore cette force qu'il y avait en elle, qui lui permettait de le porter, alors qu'elle en aurait été incapable auparavant. C'était comme si elle portait une plume, tellement il lui semblait léger. Elle sortait de la maison lentement, le regard se portant vers cette forêt qui semblait l'attirer. Elle ne saurait pas l'expliquer, mais elle sentait que c'était le seul endroit où Jaden pourrait dormir en paix. Elle n'avait plus confiance dans les actions des adultes. Ils n'avaient pas le droit de toucher le corps de Jaden. Aucun d'entre eux. Jamais. Là où elle l'enterrerait, personne n'y aurait accès. Elle sentait que d'autres facultés de son pouvoir, pas encore découvertes, lui permettraient de faire cela. Protéger le lieu de la sépulture de Jaden. Masquer sa présence pour mieux s'approcher de ses futures cibles. Éliminer les ennemis de l'enfance. Ces adultes qui feraient du mal à leurs enfants ou à ceux des autres. Elle n'aurait aucune pitié les concernant. Son pouvoir, ce don, cette malédiction qu'elle avait en elle, lui assurerait de punir ceux qui ne méritaient pas d'avoir le droit de vivre. Elle continuait de marcher vers la forêt, là où reposerait désormais Jaden, pendant qu'elle entendait derrière elle la sirène de la police qui se rapprochait de sa maison où gisaient ceux qui avaient été ses parents, ou du moins prétendus l'être. Il lui faudrait aussi découvrir qui était cette dame qui était la source de son pouvoir, savoir pourquoi elle l'avait fait, et s'il y en avait d'autres comme elle, ayant un pouvoir en eux également. C'était peut-être le but de cette dame d'ailleurs, elle et ceux qui travaillaient avec elle. Faire en sorte que ceux ayant des pouvoirs donnés par elle se réunissent. Elle ignorait pour quelle raison cette dame faisait ça, mais il y avait une raison, forcément. Sa mère lui avait dit que son pouvoir aurait dû se réveiller plus tard, qu'il n'aurait pas dû arriver si tôt. C'était le choc de voir son père frapper sa mère qui avait déclenché le processus, bien avant qu'il n'aurait dû. Pourquoi ce pouvoir aurait dû se réveiller plus tard? Est-ce parce qu'elle était trop jeune? C'était bien possible. Quoi qu'il en soit, ce pouvoir était là maintenant, et elle saurait l'utiliser selon ce qu'elle avait décidé. Qu'importe le but de cette dame, permettant à ses parents de mettre celui-ci dans son corps, suite à cette expérience. Désormais, elle ferait de ce pouvoir le sien avant toute chose, jusqu'à ce qu'elle fasse la connaissance de quelqu'un comme elle. Et quelque chose lui disait que cela arriverait bientôt. C'était peut-être une autre partie de ses facultés, sentir ceux qui sont comme elle. Et elle sentait que c'était dans cette forêt qu'elle trouverait une réponse. Cette forêt maudite où personne n'avait le droit d'entrer. Oui, elle en était sûre. Au sein de cette forêt, il y avait quelqu'un qu'elle devait rencontrer. Mais ce n'était pas encore le bon moment pour ça. Ça aussi, elle le sentait. Elle devait d'abord apprendre à maîtriser son pouvoir, et punir ceux qui le méritaient était le moyen idéal pour ça. Perdue dans ses pensées et dans l'avenir qu'elle s'était choisi, Heather réfléchissait à l'identité qui serait la sienne en pénétrant dans la forêt maudite, vers l'endroit qui serait parfait pour la sépulture de Jaden. Elle s'enfonçait dans les méandres des bois et finit par trouver le lieu idéal, utilisant son pouvoir pour creuser le sol et y déposer le corps de son petit frère. Elle se recueillit quelques instants dans sa tombe. Puis, touchant son visage balafré par cette cicatrice, qui elle aussi en quelque sorte lui rappellerait la raison de ses actes futurs, elle eut l'illumination du nom qui serait désormais le sien.
Un nom qui très bientôt serait synonyme de terreur pour tous ceux étant des ennemis de l'enfance, en maltraitant petit garçon et petite fille comme elle. Un nom qui symboliserait à lui seul ce qu'elle était. Cette cicatrice qui avait marqué le point de départ de sa soif de vengeance et qui représenterait la brisure des êtres condamnés par sa main. Scary Girl. Comme vous avez pu le voir, ce premier volet n'explore qu'une partie des origines de cette petite fille particulière, symbole de vengeance de l'enfance, et qui est destinée à former un duo de choc avec Woodsman, tel que l'a montré son apparition au sein du troisième volet du Tueur de la Forêt Maudite. D'autres bribes de son passé vont se révéler au cours des prochains volets de sa saga, ainsi que dans celle de Woodsman, leur destin étant lié à celle qui est à l'origine de leur existence, à savoir Nova, la faiseuse de miracles de la Chambre des Neuf. En ce qui concerne cette dernière, si elle peut vous sembler avoir certaines similitudes avec Vladimir en termes de génie scientifique, ce n'est pas anodin. Mais je n'en dirai pas plus. Pour connaître ce qui lie Nova, Vladimir, Scary Girl et Woodsman, il vous faudra suivre les prochains volets du Monsterverse, qui apporteront des indices et quelques réponses peu à peu, à l'image des X-Files, qui a été ma source d'inspiration pour créer cet univers, ainsi que de nombreuses autres œuvres de fiction du même ordre. Le Monsterverse, c'est un peu mon hommage à la culture SF avec laquelle j'ai grandi, rempli de monstres, de scientifiques, d'autres mondes et de complots en tout genre. Il est loin d'être fini, soyez-en sûrs. Mais pour l'heure, il est temps pour moi de vous laisser, et de vous dire à très bientôt pour une nouvelle histoire de l'autre monde.